toutes et bonjour à tous, ici le CNS, bienvenue dans la première séance aujourd'hui consacrée à la série Saint Seiya Omega, la série qui divise depuis sa sortie les fans, nous avons les pour, nous avons les contre. Alors ce qui me concerne et depuis que je l'ai découverte, pour le moment en tout cas apprécie, c'est une série longue, c'est une série qui fait plus de 80 épisodes, donc d'ici à ce que j'arrive au bout, il y en a pour un moment. Mais en tout cas voilà, c'est une série qui divise. Nous avons des adorateurs, nous avons des gens qui détestent. À moi de faire la jonction entre ces deux-là, peut-être, ces deux groupes. Le dernier épisode avait révélé le Chevalier d'Or du Capricorne, qui est dans la personne du directeur de l'école, de la palestre, et qui manipulait une fausse Athéna, et qui avait donc mis un espèce de maléfice, il était à la solde de Mars, autour de la palestre, emprisonnant notamment Koga, qui se réveillait dans une cellule avec un élève mystérieux portant des petites lunettes, et c'est là que nous nous en étions arrêtés, et c'est pourquoi, sur ce suspense insoutenable, je reprends. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à le plébisciter par un abonnement, un pouce, ça fait toujours plaisir, et c'est parti. On a un guerrier à Dread qui rappelle un petit peu le look de Théséus dans le Tenkai, mais avec une armure on ne peut plus étrange, pas très travaillée à nouveau. Mais quelqu'un dans les commentaires, c'est Kraken, dédicace à toi, qui suit ces vidéos, m'a fait la remarque que en fait le chara designer de la série, Omega, n'a travaillé que sur les personnages principaux dans cette saison, et pas du tout sur les personnages secondaires qui étaient réservés au directeur de l'animation, ce qui explique peut-être la pauvreté des designs autres que ceux des personnages principaux. Ah, Chevalier Ninja! J'avais entendu dire qu'il y avait des influences Naruto dans cette série, et c'est peut-être là qu'on va le voir. Après, je ne connais pas Naruto au-delà du premier tome, donc je pourrais pas vraiment faire de comparatif. Il s'est changé en étron. Haruto, oui, bah en plus, effectivement. Haruto, Chevalier du Loup, et ils ont repris un peu ça dans Soul of Gold avec le personnage de Utgarda, qui est aussi un personnage associé au loup et qui est un ninja, et qui prend le même style de pose d'ailleurs. Visiblement c'était à la mode. En tout cas ils ont estimé que c'était à la mode auprès du public visé. Autrement dit, tu as mené ta petite enquête sans vraiment avoir de plan. Tu t'es fait prendre comme un débutant et tu t'es fait battre à plat de couture. Bref, t'es vraiment une merde. Donc lui il est au courant de tout. Oui. Les dialogues sont sympas là. Même en version française. Chevalier du Zodiac. Ça, je pense pas qu'ils disent ça dans la version originale. À mon avis, ça doit être Athena no Sainto. Ça fait vraiment bizarre d'avoir des simples administratifs en costard-cravate dans une école, enfin, associés aux chevaliers, quoi. On n'a pas du tout cette imagerie habituellement, on n'est pas habitué à ça. Alors, est-ce qu'on va avoir un combat de Geki? Ouais, bah oui, c'était sûr. Donc voilà au sanctuaire. Dominé par Mars, le cosmos de Mars. Et voilà Mars. Quand même un design très très particulier. Ah ouais, d'accord. C'est vrai ce qui vient de se passer là, il a vraiment détruit le sanctuaire. Donc là ils ont fait table rase du passé en détruisant le sanctuaire d'origine. Bon par contre lui pour le coup, Yonya là c'est un véritable traître. C'est clairement l'homme de main de Mars. Alors est-ce qu'il aura une rédemption plus tard? On verra. Bon, lui, clairement, dans son caractère, c'est un Shiryu bis. Finalement, on pensait que ce rôle serait échu au fils de Shiryu, mais en fait, il a plutôt un caractère doux, rappelant Shun, et c'est lui qui a le rôle du sage, à la Shiryu. Je pense qu'il fait semblant. C'est une ruse pour s'évader. Par contre, j'espère qu'il va pas ponctuer chacune de ses attaques de École Fuji. Oui. Pas sûr. Un peu facile l'artifice de scénario pour faire qu'on n'ait pas à gérer d'autres personnages que eux. Bah oui, mais c'est un cosmos de ténèbres, donc lui il fait la lumière et puis il va tout libérer. Ah là il a généré son armure sans qu'on ait l'animation pour la mettre. C'est des flashs de lumière à travers lesquels elle voit ce qui se passe. Enfin c'était plus du flashback en l'occurrence, mais j'ai eu l'impression qu'elle le voyait en train d'essayer d'ouvrir le mur. Ils ont des looks de scarabée. Allez, montre-nous ça. Du coup, lui, il a hérité de l'ancienne armure de Nachi.
Avec des petits shurikens. Ah dis donc, ça dure longtemps, hein. Ouais, bon, au niveau du design, évidemment, ça a absolument plus rien à voir avec Nachi. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable? Ils lui ont fait un petit col en fourrure. Petit détail qu'ils reprendront dans Soul of Gold, d'ailleurs. Le casque, ouais, ça a quelque chose d'un peu original. Sinon, c'est pas terrible, le choix de couleur. Pas terrible non plus. Bon, remarque, on retrouve le gris-vert de... Mais ouais, non, je suis pas fan du design de cette armure, si on peut appeler ça comme ça. Le personnage est pas très chouette, en termes de look. Ça aurait pu, mais non. Ils ont fait quelque chose, ça va pas du tout, en fait, le mélange... Sa chevelure et une boucle d'oreille, l'espèce de fourrure... Ouais, non. Son design ne me convainc pas du tout. Eh non mais, voilà, cette posture, vraiment, c'est ce qu'ils ont repris à l'identique dans Soul of Gold. Alors après, c'est peut-être probablement une posture traditionnelle, j'imagine, dans les arts martiaux affiliés ninja, je suppose. Parce qu'on retrouve ça quand même très souvent. Mais ça fait vraiment des gros parallèles. Sachant que Soul of Gold et Omega font partie du même canon, hein, puisque c'est le canon, on va dire, qui suit la série animée de 86. Hein, donc qui est pas du tout au manga. Mais ils sont censés se passer dans le même univers. Et vous voyez, là on voit, là, ils ont réuni tous les personnages principaux à l'exclusion d'Eden, et il y a quelque chose qui se marie mal dans le choix qu'ils ont fait des couleurs. C'est trop clair, c'est trop pastel, il n'y a pas de contraste, à part, bah, évidemment, on a le vert du dragon, le orange du lyonnais et le blanc de Pégase, mais Yuna et le loup, là, j'ai pas retenu son prénom, Haruto, ils ont des coloris qui matchent pas, qui contrastent pas entre eux, à la différence des bronzes dans la série d'origine. Je trouve qu'ils ont raté quelque chose, là. Ça ne se répond pas de manière harmonieuse, ça fait pas un bel ensemble. Geki qui se sacrifie, bon il va pas mourir, mais c'est bien, ça montre ce personnage sous un jour héroïque. Allez, premier moment où le groupe entier unit son cosmos. Bon là on a un petit effet de groupe sympa avec les auras pour le coup. Bah oui, vous les avez tous laissés derrière vous, là. Donc ils sont tous morts. Bravo les gars. Là, du coup ils vont tous y retourner. L'épisode va s'arrêter là sur cette image figée du coup? Non. Ça aurait pu, hein, mais non. Bah du coup il a changé d'objectif. Ok, fin de l'épisode. Donc, fin de l'épisode 9 d'Omega. Écoutez, bon épisode, hein, ça a continué. Donc on a découvert un nouveau personnage, hein, nouveau chevalier du loup, Haruto, voilà, qui renvoie énormément à Naruto, en tout cas moi de l'image que j'en ai, évidemment, c'est un ninja. Bon, bah, personnage qui, dans les grandes lignes, tel qu'il est présenté, est un peu une espèce de chien Ubis, hein, le sage du groupe. Donc voilà, c'était l'élément qui manquait à ce groupe, qui n'est pas encore complètement constitué, puisqu'il manque Eden, mais qui finira par arriver de toute façon, ça semble couru, mais qui va avoir le rôle du Iki et qui arrivera que dans les moments clés. Voilà, donc la palestre détruite, le sanctuaire détruit par Mars pour en bâtir un nouveau, donc voilà, et puis à la fin, le groupe qui s'est constitué, qui a réussi à s'échapper, qui va se diriger vers le sanctuaire à la recherche de l'impostrice, non, de la fille qui a pris le rôle d'Athéna. Voilà. Écoutez, bon épisode, sympathique, pas très bien dessiné, mais bien mené. C'est parti pour l'épisode 10. Donc c'est qui elle? Évidemment, il l'utilise comme émetteur pour générer des choses. Voilà, il construit un nouveau sanctuaire grâce à son pouvoir. Mais du coup, qui est-elle? Pourquoi a-t-elle un si grand pouvoir? Oh, de Babel. Oui, il nous a refait la tour de Babel. Donc tour de Babel qui, si je dis pas de bêtises, vient plutôt de l'Ancien Testament. Peut-être que je dis des bêtises, hein, mais en tout cas, moi il me semble, et du coup, voilà, qui n'a rien à voir avec les mythes grecs à nouveau. Là, on remélange d'autres influences, mais on a toujours eu l'habitude de ça dans Saint Seiya, donc c'est pas le temps de s'en formaliser. Rencontre du troisième type. Bah, alors eux ils sont là maintenant, on sait pas comment ils sont arrivés là, mais ils ont enlevé leurs armures. Du coup, on va avoir un remake de la montée des marches. Donc ils ont repris leur tenue civile, alors qu'ils étaient en tenue d'étudiants de la palestre, qu'on n'avait jamais vu les autres en tenue civile. Mais où est-ce qu'ils ont retrouvé leur tenue civile? C'est toujours l'énigme traditionnelle de Saint Seiya. Quand tu mets ton armure, tes habits disparaissent.
Et du coup, est-ce qu'on va avoir un... Enfin oui, c'est sûr, on va avoir un remake de... Et je croyais que ce remake de la montée des marches, il était dans la saison 2. Mais c'est peut-être dans la saison 1. J'avais entendu parler de ça. Après voilà, ça sera sur une logique de tour de Babel. Ça veut dire que quoi? Tous les chevaliers d'or vont être traîtres? Non, parce que bon là, difficile de faire semblant qu'ils se rendent pas compte que tout a changé, hein. Qu'ils sont au service du mauvais dieu, de la mauvaise Athéna. Parce que là, on a quand même détruit le sanctuaire. Donc on va voir. Mais si c'est le cas, la façon dont ça a amené dans le scénario, je trouve ça vachement rapide en fait. Puisque ça arrive finalement, ce groupe de personnages, on a passé du temps à faire des petits affrontements, mais il n'est pas si constitué que ça. Puis là on y va, alors après vous allez me dire qu'à l'époque de la série d'origine, lorsqu'il y a la quête contre les chevaliers noirs, ça arrive assez vite finalement. C'est fait d'une façon différente. Puis là c'est quand même un gros enjeu si c'est l'attaque du sanctuaire. Le problème de la série d'origine, c'est qu'elle a mis l'attaque du sanctuaire, la bataille du sanctuaire, comme un peu le pic qui arrivait après une longue progression. Et en fait, quand on veut directement, dans les séries qui reprennent la suite, qui veulent faire des espèces de remakes de ça, quand on veut y aller directement, c'est trop rapide. Parce que c'était un objectif, à l'origine, qui était lointain, qu'on nous promettait, qu'on nous faisait monter la sauce. Et quand ça arrive vraiment, on se dit ça y est, on est rentré dans le dur. On a eu le temps de l'envisager. Bah puis un côté gamin, hein, vous avez les autres qui parlent d'aller attaquer ce truc-là, et voilà, et on a des chamailleries d'enfants, quoi. C'est des choses qu'on n'avait pas dans la série d'origine, ça. Ce qui peut expliquer aussi le moindre amour, au-delà de l'aspect graphique, hein, et des changements de concept, que peuvent avoir les gens, c'est que là, on diminue un petit peu l'intensité, on est plus dans un côté enfantin. Alors qui sera pas présent en permanence, je pense, qu'il n'était pas dans le premier épisode, par exemple. Mais là, la dynamique entre les personnages, c'est quelque chose de plus gamin. Ce qu'on aime bien et ce qui fait que dans la série d'origine, c'est que les personnages entre eux, déjà, ils n'ont pas d'aspect enfantin entre eux, même dans leur rapport. Ils sont beaucoup plus matures. Et c'est ce qui fait que ça nous plaît encore aujourd'hui. Et je pense que ça nous sensibilisait même étant enfant. Hein. Moi, je fais pas partie des gens qui croient que on a besoin, en tant qu'enfant, d'avoir des référents enfants. On a toujours besoin d'un modèle qui nous soit supérieur. Donc ça peut être un enfant, mais il faut qu'au niveau du comportement, il soit au-delà de nous. Bah, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Moi, c'est ce que j'aimais, je me rappelle très bien que c'est ce que j'aimais. Mais déjà, étant enfant, je préférais des personnages plus matures. Donc ils faisaient des choses que moi, je savais pas faire. Après, vous allez me dire, là, ils se battent, etc. C'est autre chose, oui, mais voilà. J'aime pas qu'ils aient des comportements puérils. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe, là? Il y a une espèce de roue qui a généré des auras différentes. Le thème musical est sympathique. Ça me fait vraiment penser là toutes ces couleurs avec cette forme à la soucoupe dans Rencontre du troisième type. Hein. Ce thème est très joli. Hein. Je crois que c'est la première fois qu'on l'entend. Très beau. Ouais. Il y a une certaine filiation avec le style Yokoyama. Et alors pourquoi le muguet? Ça, il y a une symbolique sûrement, mais joli plan sur les yeux là. Là, dans le style de réalisation, ça fait énormément penser au Tenkai, pour le coup. Cette lenteur dans les plans, voilà, les larmes qui coulent, sur un petit objet microscopique présent dans le décor. Ce style de réalisation, on est dans du pur Yamochi. Hein. Et ça renvoie énormément au Tenkai. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça ennuie énormément, ce style de réalisation. C'est vrai que ça peut devenir vite pénible, si ça dure trop longtemps. Mais là, pour le coup, j'apprécie. Ça instaure une bonne ambiance. Ce côté contemplatif. Arya. Ah! Nouvelle armure d'or. C'est vraiment le casque d'Aeolia pour le coup. Et donc ils semblaient tous prisonniers dans une espèce de réceptacle de cristaux. Donc personne n'est mort, ils sont juste emprisonnés. Dans Soul of Gold, ils ont repris des choses, hein, parce que cette idée de guerriers qui sont emprisonnés pour amasser du cosmos dans le but de créer quelque chose, c'est exactement ce qui se passe dans Soul of Gold avec les armures d'or et l'âme des chevaliers d'or qui est emprisonnée pour alimenter Yggdrasil dans Soul of Gold. Donc on a que des gros balaises maintenant, chevaliers d'or. Tout le monde sur le modèle d'Aldebaran. Moi j'aime bien hein, le fait qu'ils sont très différents des Gold d'origine. Et on avait donc le casque, le plastron qui est vraiment le même que celui de la série d'origine. Les épaules malheureusement ont été rabaissées. J'ai pas compris comment ils ont fait pour s'échapper, hein, par contre. Ils étaient devant lui, là, ils se retrouvent ici. J'ai pas dû être attentif, mais ça déroule en une fraction de seconde et ils sont plus à côté de lui, quoi. Est-ce que c'est elle qui les a téléportés? À nouveau, un très beau thème héroïque, là. Héroïque, mélancolique. La musique est un des points forts de cette série. Hein. Pas le chara-design, malheureusement. Heureusement. C'est la version française est un petit peu vulgaire. Familière, plus que vulgaire. Mon nom est Mycène,
Le tranchant de Micro n'a d'égal que celui du roi des animaux. Mycène. Ah, ce bruit traditionnel de Cosmos qui s'enflamme. Le lyonnais contre le lion. Combat qu'on n'a jamais eu dans la série d'origine. Ah bah voilà quelque chose de dynamique là. Les attaques combinées là. Sympa. Très sympa ça. Et dans la mise en scène, moi je retrouve énormément le combat des bronzes contre Radamantis dans l'OAV 13 du Niku, Hades du Niku. Donc là, quand on m'avait dit que le staff de la partie de Juniku, hein, Juniku pas la partie Mekai, s'était retrouvé sur Omega, bah ça se voit, hein, ça se voit énormément, surtout ici là. Parce que la construction, le choix des plans, la dynamique du combat, ça y renvoie énormément. Ah, voilà, bouclier du dragon brisé, ce qui est devenu après un cliché. L'écart entre sa force et la nôtre est Ça, même ce fondu là, tac, passage de l'un à l'autre. Passage arrêté, ça aussi ça renvoie au moment où les bronzes sont mis en défaite par Radamantis. C'est presque à ce stade, c'est presque un remake hein, de la scène. Surtout s'il arrive à faire une espèce de comète qui va réussir à le toucher là, le chevalier d'or. Mycène. Ah, interrompu par Mars. Donc le chevalier du lion est aussi un traître. Hein. Mais peut-être que les armures étaient laissées vacantes et qu'il a placé des guerriers à lui. Peut-être qu'on le saura plus tard ça. Enfin, c'était pas le cas de Ionia, puisque lui il nous a dit que c'était bien un chevalier d'Athéna à l'origine. Mais ça pareil, ça demandera à être clarifié, mieux expliqué, parce que pour l'instant on a du mal à faire un parallèle alors que c'est censé quand même être une continuité avec la série d'origine. Alors c'est quoi? C'est une projection de Cosmos de Seiya? Ah non, il apparaît, il est vraiment apparu du coup. Non, c'est un fantôme. Tiens, on voit à travers. Avec Eric le Grand. On note qu'il lui manque un avant-bras. Ah non, il l'avait là. Alors peut-être que c'était juste un problème de colorisation. Mais sur le plan d'avant, il n'avait pas l'avant-bras sur l'armure. Ou alors c'est parce qu'ils ont réutilisé l'animation du météore. Ouais, c'est ça, parce que là, il l'a plus. Classe. Xenia, il apparaît comme ça, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'il devient en fait. Et ça se finit comme ça. Ah là là. Fin du visionnage de l'épisode 10, suivi juste avant de l'épisode 9. Épisode 9, qui était un épisode sympa, qui amenait à cet épisode 10, qui effectivement, bah, c'est à nouveau Kraken, dédicace à toi. On m'avait vanté un épisode dans le haut du panier, c'est vrai, hein, c'est vrai que là on a... on est déjà dans quelque chose qui sonne un peu, qui a la saveur d'une fin d'arc, hein, avec beaucoup d'enjeux, un décor apocalyptique, des adversaires puissants, et un combat sympa hein, avec la dynamique, etc. La mise en scène était très bonne, et l'apparition à nouveau de Seiya à la fin. En fait, ça me fait beaucoup penser au premier épisode de la série. Donc c'est bien, et les choix musicaux sont bons. Au niveau du scénario, c'est assez flou hein, finalement, la tour de Babel qui arrive, etc. Les enjeux, pour l'instant, ils sont un peu mis comme ça. La façon dont on est arrivé dans ça, il y a eu 4 épisodes finalement, qui étaient dédiés à la palestre, l'environnement, mais qui ont énormément ralenti le rythme. Et d'un coup, boum, on est rebasculé là sur des enjeux qui montent au crescendo là. Très rapidement, même si on va se retrouver avec une espèce de montée des marches. Bon, sauf qu'il y a... Enfin, entre guillemets, en tout cas, une nouvelle bataille contre les Chevaliers d'Or. Fait long. Donc oui, c'est quelque chose qu'on aime bien ressasser. Je sais que ça avait été déjà décrié à l'époque. Le problème des œuvres qui ensuite viennent après la série d'origine, ils tendent à vouloir refaire la bataille des Chevaliers d'Or. Même Kurumada le fait dans Next Dimension. Hein. Il nous refait une montée des marches du sanctuaire. Bon, je suis habitué maintenant. Je vais vous dire, peut-être que si je l'avais découvert à l'époque où c'est sorti, j'aurais crié au scandale, au manque d'originalité. Déjà, je savais qu'à un moment ou un autre, ça allait arriver. Donc ça me dérange pas. Mais je vous dis, de toute façon, j'accepte cette série avec un œil bienveillant. Je me concentre sur ce qu'il y a de positif. Mais s'il y avait des choses vraiment négatives, ça me choquerait. Et quand il y a des choses que je trouve pas exceptionnelles, je le signale. Hein. Comme les designs, globalement. Le personnage du ninja, mais bon, qui est pas trop mal brossé à côté de ça, même si c'est un peu un cliché dans le contexte de la série. Mais voilà. Donc, c'est agréable, c'est toujours agréable à suivre, et à nouveau, bah, la fin, là, avec ce plan sur Seiya, qui est à nouveau apparu, forcément, ça donne envie d'en voir plus, donc je reviens bientôt pour voir la suite de Saint Seiya Omega.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, me dire ce que vous avez pensé de ces épisodes, à vous abonner pour d'autres vidéos, des vidéos soit en rapport avec la première séance, hein. Je vous rappelle, la première séance sur la chaîne, c'est l'intégralité de la saison 2 de la série Knights of the Zodiac, qui est une bonne saison, hein, pour ceux qui n'ont pas osé aller au-delà de la première saison qui était disponible sur Netflix. La saison 2 est bonne. D'ailleurs, on sait que la saison 3 arrivera en 2024, hein. Donc voilà, ça fait encore du temps à patienter. J'ai démarré Lost Canvas, mais j'en suis qu'à l'épisode 4, et les vidéos intégrales sont visibles sur la chaîne Odyssée. Et j'ai vu aussi le film Les Chevaliers du Zodiac, si vous voulez voir, et Saint Seiya Omega. Voilà. Et sinon, bah, c'est des reviews de figurines sur cette chaîne. D'ici à ce qu'on se retrouve, collectionnez bien pour ceux qui collectionnent des figurines, et vivez votre passion Saint Seiya pour ceux qui n'en sont restés qu'à l'aspect manga animé. A bientôt les amis!